bonjour à tous. Le même animateur et pas du tout sur le même sujet, donc ne soyez pas surpris. Mais je suis heureux d'accueillir Olivier Andriès, directeur général de Safran, pour parler finalement un peu d'aéronautique, d'espace, hein, une entreprise dont il va présenter les grands éléments et puis il va se servir de plusieurs points des années récentes pour illustrer aussi la dynamique de l'entreprise, à la manière justement dont elle peut réagir à des chocs. Il va pouvoir l'illustrer à les 10 dernières années qui ont été peut-être particulières pour les entreprises de l'aéronautique, notamment liées à la crise Covid. Et après, on parcourra d'autres questions sur ce que porte éventuellement dans son domaine, par exemple, d'innovation, cette entreprise. Monsieur Andriès. Merci, merci de votre accueil et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et je tiens à remercier à la fois l'Institut de l'entreprise, dont je salue le président Pierre-André, et puis le ministère de l'Enseignement supérieur pour ce colloque. Je crois que c'est très très important effectivement d'approfondir le dialogue entre le monde enseignant et les entreprises. C'est fondamental pour l'avenir du pays. On pourra en reparler encore au cours de l'entretien. Alors deux mots peut-être sur Safran et qui nous sommes. Bon, Safran, c'est oui, un leader mondial de l'aéronautique. Nous ne sommes pas avionneurs, mais nous faisons à peu près tout dans l'avion, sauf l'avion, pour résumer. C'est un peu, je ne veux pas être présomptueux, mais on fait beaucoup de choses dans l'avion. On est un peu comme un Valeo dans l'automobile. C'est un petit peu l'équivalent Safran dans l'aéronautique. Alors Safran, c'est un groupe qui a près de 200 ans, non, qui a près de 125 ans d'histoire. Au début du XXe siècle. Donc nous sommes un motoriste en fait au départ et principalement un motoriste. Dans l'histoire de Safran, il y a une date qui est très importante, c'était il y a 50 ans. En 1974, Safran a noué, à l'époque on s'appelait Snecma. Snecma à l'époque a noué un partenariat stratégique avec l'entreprise américaine GE, General Electric, pour développer un moteur d'avion, à l'époque disruptif. On ne parlait pas encore beaucoup de décarbonation, mais à l'époque, on a lancé un moteur qui représentait 20% d'économie de carburant par rapport au moteur qui existait. Et on a fait ça, à l'époque, ça a été très soutenu par l'État. Nous sommes aujourd'hui le produit de la politique de M. Pompidou. Et donc je tiens à dire ça parce que ce qui fait aujourd'hui le succès de l'aéronautique française, à la fois au niveau des avions avec Airbus, au niveau des moteurs et des équipements avec Safran, c'est la politique qui a été menée par, à l'époque, le président Pompidou, qui avait véritablement une politique industrielle claire. Et donc on a fait ce partenariat transatlantique, on est devenu leader mondial des moteurs d'avion moyen courrier. Nous sommes le fournisseur des moteurs des Boeing 737 depuis 50 ans. Et nous sommes également le fournisseur principal des moteurs de l'Airbus A320 depuis que l'A320 existe, c'est-à-dire depuis 1984. Dans notre histoire, ce qui nous a lancé, c'est d'abord les clients américains. C'est ça qui a fait de nous qui nous sommes. Airbus n'est venu qu'après, dans un deuxième temps, parce que Airbus est né à peu près en même temps que ce partenariat. Airbus a démarré dans les années 70. Nous célébrons aujourd'hui le 50e anniversaire de ce partenariat, qui est toujours là, qui est durable, c'est un partenariat durable, et nous avons même décidé, avec notre partenaire General Electric, de lancer un moteur disruptif dans le cadre de la décarbonation de l'aviation, et donc à nouveau de faire un grand pas, je dirais en visant un moteur, une entrée en service en 2035. Voilà en deux mots pour Safran ex-Snecma. Ce succès dans le domaine des moteurs d'avion nous a permis petit à petit d'agréger un ensemble d'entreprises industrielles présentes dans l'aéronautique et la défense en France qui, à un moment ou à un autre de leur histoire, étaient en difficulté. Et donc on a été un agrégateur en fait d'un certain nombre de grands noms du monde industriel français autour de ce qui est devenu Safran. Donc on a agrégé Turbomeca, leader mondial des moteurs d'hélicoptères, une très belle histoire. Nous avons agrégé Labinal, leader mondial des câblages d'avions. Nous avons agrégé également Sagem,
qui était un grand nom dans le domaine de l'électronique et des télécommunications. Et nous avons dernièrement intégré Zodiac, qui est également un grand nom de l'histoire industrielle française. Voilà, donc Safran, c'est tout ça aujourd'hui. C'est une grande histoire industrielle, c'est une agrégation d'entreprises. Aujourd'hui, nous sommes un groupe qui fait à peu près 23 milliards de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on fera, c'est ce qu'on a fait en 2023. On vise 27 milliards de chiffre d'affaires en 2024. Nous avons 92 000 salariés partout dans le monde, 50%, plus de 50% en France, alors même que nous réalisons 90% de notre chiffre d'affaires à l'extérieur de nos frontières. Donc 90% de notre effort de recherche et développement se fait en France, 50% de nos effectifs sont en France et nous exportons 90% de nos activités. Donc nous pesons dans la balance commerciale extérieure française. Voilà pour Safran, en quelques mots. On fait des moteurs, des trains d'atterrissage, des sièges d'avion, des systèmes électriques, des nacelles d'avion, mais également ce qu'on appelle de la navigation inertielle, des systèmes optroniques pour le domaine de la défense, etc. Alors, merci de cette présentation. Ça prouve pour les collègues aussi présents qu'il y a aussi beaucoup de sites Safran ou alors sur leur nom des historiques précédents qu'ils connaissent dans leur environnement proche et qui peut être aussi des partenaires pour vous quand vous cherchez les entreprises impliquées dans notamment des évolutions, qu'elles soient socio-économiques ou environnementales. Effectivement, on est très implanté dans les territoires en France. Nous avons 70 sites industriels en France et nous sommes le premier employeur dans un certain nombre de départements en France. Alors, le thème de ces journées étant effectivement les risques et chocs géopolitiques, on se demande finalement si une industrie du temps long, particulièrement, vous le soulignez avec vos accords avec General Electric autour des moteurs, comment finalement vous envisagez, réduisez, adaptez l'entreprise à des chocs type le choc Covid qui a eu un retentissement fort sur le déplacement aérien, les transports aériens lors de la crise sanitaire? Alors, merci de poser cette question. En fait, comme les autres acteurs de l'aéronautique mondiale, on a vécu depuis 2020, mais en fait depuis 2019, une succession de chocs qui se sont imposés à nous, en fait. On n'y pouvait rien, mais c'est une succession de chocs qui se sont imposés à nous. Le premier choc qui nous a impacté, c'est en 2019. C'est lorsque, après 2 accidents, 2 crashs, sur le 737 MAX, un crash en Indonésie, vous vous souvenez sans doute de ça, et un crash en Éthiopie. En Éthiopie, Boeing a été amené à grounder l'ensemble de la flotte de 737 MAX. Et donc, du coup, la production de ces avions a été complètement stoppée en mars 2019. Et comme nous sommes les fournisseurs uniques des moteurs de ces avions, en fait, notre production de moteurs d'avion a dû être stoppée net en 2019. Et ça a été un premier impact auquel il a fallu s'adapter. Ça s'est imposé à nous. On n'y pouvait rien sur ces crashs, mais toujours est-il que notre client ayant été fortement impacté, ça a été le début des problèmes de Boeing. Nous avons dû nous adapter et revoir significativement à la baisse nos plans de production de moteurs. Deuxième choc, comme l'ensemble de l'industrie aéronautique, le Covid, en mars 2020. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans la deuxième quinzaine de mars 2020, le trafic aérien mondial a chuté de 80%. Ça ne s'était jamais vu. Il y a eu des chocs dans le domaine du trafic aérien mondiaux dans le passé, à l'occasion de la guerre du Golfe. Il y a eu le choc du 11 septembre 2001. Il y a eu le choc du SARS en 2003. Mais ces chocs ont eu un impact relativement limité en fait, sur le trafic aérien, avec quelques pourcents de baisse du trafic aérien mondial. Et très très vite, on est reparti sur la courbe de croissance qui était celle qui était prévue au départ. Là, avec le Covid, le trafic aérien mondial a chuté de 80%. Alors, pour une entreprise comme la nôtre, il faut voir que les revenus civils sont l'essentiel de nos activités. Et ces revenus civils, ils sont à moitié-moitié entre les revenus
le chiffre d'affaires qu'on fait en livrant des matériels neufs aux avionneurs, Airbus et Boeing principalement, et l'autre moitié, c'est à travers les livraisons de pièces de rechange et de contrats de support et de services que l'on fait directement auprès des compagnies aériennes. Et cette activité-là a chuté de 80%. Donc ça veut dire que pour nous, en 15 jours, notre chiffre d'affaires civil a chuté quasiment de moitié. En 15 jours. Donc vous imaginez le niveau d'adaptation, la rapidité d'adaptation qu'il a fallu mettre en place pour, je dirais, faire face à ce choc. Nous avons été amenés, j'en suis triste, hein, mais nous avons été amenés en 12 mois à réduire nos effectifs de 20 000 personnes dans le monde. 20 000 personnes dans le monde. On a réussi à ne pas opérer de licenciement en France parce qu'on a négocié avec nos partenaires sociaux un accord qui nous a permis, au fond, de préserver l'emploi et de préserver également nos compétences en France. Mais on a demandé en fait à nos partenaires sociaux d'être solidaires. On leur a dit, si on n'a pas un accord avec vous, c'est 10 000 emplois qui vont disparaître en France. Donc on vous demande en fait de contribuer à l'effort. Et ils l'ont accepté bien volontiers parce qu'on a un très bon climat social dans le groupe. Et ça nous a permis en fait de réduire significativement nos dépenses. Il a fallu adapter nos plans de production, nos plans d'achat, les réduire drastiquement, notre train de vie. Vous imaginez, tout ça pour rester mois après mois cash positif, parce que dans la vie d'une entreprise, c'est pas à Pierre-André que je vais l'apprendre, dans la vie d'une entreprise, la trésorerie, le cash est absolument fondamental. On ne peut pas se permettre d'être dans une situation hémorragique. Donc il a fallu qu'on s'adapte. Donc choc très significatif de la demande en 2020. Le trafic est reparti à la hausse à partir de 2021 et la deuxième partie de l'année 2021 avec une demande des avionneurs qui est repartie à la hausse. Et donc tout d'un coup, on nous a demandé en fait fondamentalement de nous remettre en route, alors que la plupart des entreprises en fait avaient fortement réduit leurs effectifs, leurs dépenses, etc., pour être quasiment presque à l'arrêt, quoi. Et tout d'un coup, on nous demande de repartir très très fort. Et là, badaboum, en février 2022, M. Poutine décide, le 24 février 2022, d'envahir l'Ukraine. Et là, ça a été un deuxième choc très significatif pour nous et pour l'ensemble de l'industrie aéronautique mondiale, parce que la Russie, en fait, c'est aujourd'hui, enfin encore aujourd'hui d'ailleurs, mais à l'époque, c'était un producteur très important de titane, qui est un matériel, qui est comment dire, un métal qu'on utilise beaucoup dans l'aéronautique parce qu'il est léger et qu'il ne se corrode pas. Mais la Russie était également un producteur très important de nickel, d'alliage de nickel, de fer, etc. Et donc l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec tout le régime des sanctions qui a été mis en place, ça a créé un choc énergétique en fait, et un choc dans le domaine des matières premières, avec une inflation énorme du coût des matières premières. Donc le coût du titane, le coût du nickel, le coût d'un certain nombre de matières premières a flambé suite à cette invasion. Et en plus de ça, le coût de l'énergie, et on l'a tous vécu en Europe, le coût de l'énergie a flambé aussi. Donc choc matières premières, choc inflationniste, choc énergétique. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on a vécu depuis 2019 une succession de chocs qui se sont imposés à nous. Alors, on y était pour rien, mais ça s'est imposé à nous. Alors, on a subi un choc de la demande. Et aujourd'hui, on est dans une situation de choc d'offres, parce que précisément, ce choc énergétique, ce choc des matières premières, ce choc inflationniste, qui est intervenu dans un contexte où l'ensemble des entreprises et du tissu industriel et l'ensemble de notre chaîne de fournisseurs avaient déjà été affaiblis à cause du Covid, a créé une situation en fait très difficile, qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile pour ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne des fournisseurs, de suivre une montée en cadence qui est demandée par les compagnies aériennes et par les avionneurs, qui est très très forte. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est paradoxale, où jamais la demande d'avions
n'a été aussi forte au niveau mondial. Je dis ça parce que je souris un peu dans la mesure où en France et en Europe, on parle beaucoup de décarbonation, on fait du bashing d'avions, etc. Mais sachez que la demande mondiale est extrêmement forte et qu'il faut la suivre parce qu'on est un acteur mondial. Et donc on est dans cette situation paradoxale où jamais la demande n'a été aussi forte et jamais l'offre n'a été aussi affaiblie. Donc c'est la situation qu'on vit aujourd'hui. Alors dans ce contexte un peu global, où on a vécu une succession de chocs, les maîtres mots pour une entreprise comme la nôtre, mais je pense que c'est vrai pour n'importe quelle entreprise, les maîtres mots pour nous, et ça c'est fondamental, c'est l'agilité et c'est la résilience. Et en fait, c'est assez intéressant parce que je me souviens d'un dialogue que j'ai eu avec un ancien chef d'état-major des armées, en l'occurrence le général Pierre de Villiers, qui me disait, mais dans le domaine militaire, avec le brouillard de la guerre, où il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas forcément prédire, il y a deux éléments qui sont fondamentaux pour les armées, qui sont l'agilité et la résilience. C'est intéressant. Mais donc, voilà, je voulais vous transmettre ce message. Pour une entreprise comme la nôtre, mais je pense que c'est vrai de l'ensemble des entreprises, les maîtres mots sont l'agilité et la résilience. Alors la résilience a un coût. Et comment est-ce qu'on s'adapte et comment est-ce qu'on devient plus résilient? Alors dans un contexte où, en fait, on a des risques qui deviennent de plus en plus importants, il est important aujourd'hui qu'on bâtisse la résilience et qu'on accepte de le faire avec un coût. C'est la fin de la mondialisation heureuse. On n'est plus aujourd'hui dans un contexte où, au fond, notre objectif, c'est de faire de l'optimisation maximale de nos coûts. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire ça. Aujourd'hui, il faut être résilient. Il faut accepter, en fait, et c'est important au niveau d'une entreprise, d'avoir une vision claire de la cartographie des risques et de se dire, ce risque-là, comment je m'en prémunis? Qu'est-ce que j'ai fait pour en minimiser l'impact? Et ça, c'est un coût. Alors, je vais vous donner un exemple. Le titane russe, il faut savoir que 50% de nos besoins de titane dans l'aéronautique européenne, donc je parle d'Airbus, mais je parle également de Safran, parce qu'on a besoin de titane pour les avions, on a besoin de titane pour les moteurs d'avions, et on a besoin de titane pour les trains d'atterrissage, qui sont des équipements critiques. 50% de nos approvisionnements au mois de février 2022 venaient de Russie. 50% de nos approvisionnements venaient de Russie. Vous imaginez l'état de dépendance de l'industrie aéronautique européenne vis-à-vis de la Russie. Donc on s'est engagé dans un grand plan, évidemment, et Airbus a fait pareil, de dérisquage, comme on dit, par rapport au titane russe. Et donc on a engagé tout un processus visant à nous approvisionner en titane brut auprès d'autres sources. Mais en fait, ce que les Russes faisaient, ce n'est pas simplement de nous approvisionner en titane brut, ils sont excellents dans le forgeage des pièces en titane. Il se trouve que le grand acteur mondial dans le domaine de forgeage des pièces critiques en titane était russe. Voilà. Et c'était le partenaire privilégié de Boeing, d'Airbus et de nous. Voilà, ça c'était la réalité de la situation. Et donc, fort heureusement, on nous a donné du temps, parce que comme on parle de pièces critiques et que pour nous, le sujet numéro un que l'on met en priorité par rapport à tout, et ça c'est une culture d'entreprise qui implique l'ensemble de nos salariés, c'est la sécurité des vols. En fait, l'ensemble de nos équipes travaillent sur des pièces qui vont voler. Et donc, notre préoccupation au quotidien, c'est d'assurer la sécurité des vols, parce qu'on sait qu'il y a des millions de passagers qui vont voler tous les jours avec nos équipements chez Airbus et chez Boeing. Et donc, toute source alternative par rapport à une source existante sur des pièces critiques doit passer par un processus approfondi de qualification, parce qu'on ne peut pas se permettre de manager un risque géopolitique en prenant un risque sur la sécurité des vols. Ça n'a pas de sens pour nous. Et donc, dans des domaines aussi critiques que les moteurs d'avion ou les trains d'atterrissage, ça nous prend 3 ans pour qualifier une source alternative. 3 ans. 2 ans et demi si on accélère. Donc, fort heureusement, on a réussi à passer ces messages auprès des autorités européennes et des autorités américaines qui nous ont donné du temps.
Et donc le titane ne fait pas partie du périmètre des sanctions avec la Russie. C'est-à-dire on a toujours aujourd'hui le droit de s'approvisionner en titane. D'accord ? Mais le temps est compté. On sait que l'horloge tourne. Et en fait, on a demandé du temps pour avoir justement le temps de qualifier toutes les sources alternatives de titane. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons notamment décidé avec Airbus d'investir dans une entreprise qui était en difficulté en France, qui s'appelle Aubert et Duval, qui est un forgeron et qui forge des alliages de nickel, mais qui forge également du titane. Et donc Aubert et Duval va être utilisé comme nous, comme une source alternative par rapport à la Russie. Et donc c'est un élément de souveraineté. Et donc la résilience et la souveraineté, ça va aussi de pair, évidemment. Et donc pour nous, la manière de traiter ce sujet, ça a été évidemment trouver des sources alternatives. Et les Américains étaient ravis de nous aider dans cette recherche de sources alternatives. Ils l'ont fait avec un grand sourire. Simplement, ils nous attendaient au tournant. Et ça nous a coûté très très cher. Parce que le titane le titane forgé américain coûte évidemment beaucoup plus cher que le titane russe. Donc ils nous ont bien aidés, évidemment, mais avec un grand sourire. Donc l'intégration verticale et l'investissement dans ce forgeron qui s'appelle Aubert et Duval a été pour nous un élément de stratégie pour bâtir notre résilience. Alors, autre élément important de risque géopolitique, parce que les risques géopolitiques, vous l'avez bien compris, on est dans un environnement qui est volatile, qui est incertain, et avec des tensions géopolitiques qui montent partout. Bien sûr, il y a la Russie, bien sûr, il y a maintenant le Proche-Orient, et puis il y a la Chine, parce qu'on est dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. Et donc, on a décidé également de dérisquer le risque chinois, par anticipation. On ne va pas attendre qu'il se passe quelque chose à Taïwan pour s'occuper de dérisquer notre risque chinois. La Chine, c'est un marché important dans l'aéronautique, c'est 20% du marché mondial. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas rester absent du marché chinois. C'est 20% des livraisons d'Airbus. C'est 20% également pour nous du marché. Donc évidemment, on est présent sur le marché chinois, mais on a décidé de nous dérisquer. Alors on avait des sites en Chine. On a des sites en Chine. Et en fait, ce qu'on a décidé, c'est une approche pièce à pièce. C'est-à-dire qu'il vous suffit d'une pièce qui manque pour ne pas être en mesure de livrer un moteur ou un train d'atterrissage ou un avion. Il suffit d'une pièce, une seule pièce qui manque et vous ne pouvez pas livrer. Et donc, pour nous dérisquer, on a pris la décision, on n'a pas communiqué là-dessus. On ne croit pas au découplage dans l'aéronautique entre la Chine et le monde occidental, ça n'a pas de sens. Mais on croit beaucoup au dérisquage. Et donc, on a pris la décision de se dire, pièce à pièce, pour être résilient, je bâtis des doubles sources, pièce à pièce. Globalement, je bâtis des doubles sources. Et en plus, j'ai une vision où la double source, en termes d'acteurs industriels, ne me suffit pas. Je regarde également un double sourcing en regardant les pays. Donc, une situation où je fabrique moi-même une pièce dans une usine Safran en Chine, où j'ai la meilleure compétitivité mondiale, parce qu'ils sont très bons. Ils sont très très bons opérationnellement, mais où mon usine chinoise Safran me fournit 100% des pièces, eh bien aujourd'hui, c'est un risque que je ne peux plus prendre. Et donc aujourd'hui, nous avons pris la décision, et c'est un coût, de dire je ne veux pas dépendre d'une source chinoise, que ce soit make or buy, c'est-à-dire j'achète à un fournisseur chinois ou je fabrique moi-même dans une usine en Chine, je ne veux pas dépendre de la Chine à plus de 50%, et c'est un regard que l'on fait pièce à pièce. Voilà. Donc voilà la politique que l'on a décidée, ça nous coûte de l'argent. Alors, les risques qui sont géopolitiques, donc on regarde ça pays par pays. Quels sont les pays qui aujourd'hui bénéficient le plus de ce mouvement de défiance croissante entre le monde occidental et la Chine? Ce sont des pays amis. Et donc l'Inde va être un grand bénéficiaire de ce mouvement. Et donc on va commencer on investit sérieusement en Inde. D'autant plus qu'on a tout le marché indien, en fait, des moteurs d'avions commerciaux, c'est Safran. Plus tout le marché militaire. Donc l'Inde est devenue un pays
un grand pays partenaire. Mais il y a d'autres pays qui vont être gagnants dans cette, cette politique de dérisking qui est en fait, qui a été lancée par l'ensemble des acteurs industriels américains aussi, mais aussi un certain nombre d'acteurs européens. Ce sont des pays qui sont proches de nos frontières et qui sont également des pays très compétitifs en termes de coûts. Et donc je pense au Mexique et au Maroc, par exemple. Voilà, donc résilience, souveraineté, dérisking, ce sont des maîtres mots pour une entreprise comme la nôtre. Merci d'avoir exemplifié avec l'exemple de Safran ce qui se passe, parce que c'est des points qui ont déjà été abordés dans des deux journées. Donc on voit qu'il y a une convergence des points de vue qui se dessinent. On a un peu changé de monde, mine de rien, en post-Covid. Et donc la notion de monde d'avant fait écho aussi à toute cette évolution. Pour profiter de votre présence, peut-être une question, on ne peut pas se permettre plus parce que c'est comme un lancement de fusée. Tout est très minuté ici. Est-ce qu'il y aura une question pour le risque, mais pas pour l'organisation. Alors, vous avez évoqué l'agilité et la résilience. Donc, hier, l'entreprise Air Liquide disait aussi, avait les mêmes axes. Vous avez beaucoup parlé de résilience. Est-ce que vous pouvez expliquer l'agilité de l'entreprise? Quelle différence entre résilience et agilité? L'agilité, c'est être capable de réagir très vite à une situation qui s'impose à vous. Donc, pour être très clair, mars 2020, 15 mars 2020, le trafic aérien mondial s'arrête. Moins 80% de nos revenus directs avec les compagnies aériennes. À peu près la moitié de notre chiffre d'affaires civil qui s'écroule. Dans un contexte d'ailleurs de confinement en France. Donc il a fallu, en 15 jours, 3 semaines, revoir drastiquement à la baisse notre plan de production, nos plans d'achat. Donc ça a impacté toute la chaîne de fournisseurs parce qu'on a, grosso modo, quasiment stoppé net nos approvisionnements. Lancer tout de suite des réductions d'effectifs drastiques dans les pays qui n'avaient pas mis en place des mesures de protection sociale. Donc les 20 000 personnes, les 20 000 effectifs qu'on a réduits, on l'a fait beaucoup en Amérique du Nord, Mexique, États-Unis, Canada, Maroc, Tunisie, un certain nombre de pays européens. En France, dans la mesure où le gouvernement avait mis en place le système en fait de comment est-ce qu'on appelait ça? Chômage partiel. Pardon? De soutien sur le chômage partiel. En fait, finalement, au cours de l'année 2020, l'État français a financé un bon pourcentage de l'inactivité de nos propres effectifs. Parce qu'en moyenne, sur 2020, quand je regarde l'effectif France, il a été en moyenne 35% en inactivité. Et cette inactivité, en fait, a été pour l'essentiel financée par le gouvernement français. Et donc ça, c'est très important parce que ça nous a permis de maintenir l'emploi, évidemment, mais surtout, ça nous a permis de maintenir nos compétences. Et là, j'insiste là-dessus parce que ce qui aujourd'hui crée un certain nombre de problèmes dans nos industries, et c'est l'exemple le plus flagrant, c'est Boeing, c'est qu'en 2020, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été assez brutales en fait dans les réductions d'effectifs. Et il y a malheureusement beaucoup de collaborateurs très expérimentés qui ont quitté les entreprises. Et quand il a fallu recruter à nouveau à partir de fin 2021, début 2022, les recrutements ont été faits autour de populations jeunes, inexpérimentées, qu'il a fallu évidemment, il a fallu des mois et des mois et des mois pour les entraîner, en fait, faire le training. Mais malgré ça, il y a une partie de l'expérience qui a été perdue. Et fondamentalement, c'est le problème de Boeing aujourd'hui. On parle beaucoup des problèmes de Boeing, vous voyez ça dans la presse, mais leur problème numéro un, c'est celui-là. C'est qu'en fait, les gens expérimentés, je parle pas des ingénieurs, bien sûr, il y a des ingénieurs, je parle des mécaniciens, des gens qui sont sur les chaînes d'assemblage. Ces gens qui sont expérimentés, qui avaient le métier, ils sont partis. Voilà, donc l'agilité, c'est être en mesure de réagir très très vite par rapport à une situation qui s'impose à vous pour préserver l'essentiel. Mais quand je dis préserver l'essentiel, bien sûr, il y a la trésorerie
le cache parce qu'on ne peut pas se permettre d'être dans une situation hémorragique. Mais parmi les choses essentielles aussi pour les entreprises, il y a évidemment l'expérience accumulée de l'ensemble de vos collaborateurs. Ça, c'est important. Merci. C'est ça l'agilité. Voilà. Et la résilience, c'est justement la capacité de résister à des chocs. C'est autre chose, hein. Ce n'est pas la même chose. Agilité, c'est la réactivité. La résilience, c'est la capacité d'absorber des chocs. Une question de pas de temps, qui est importante dans les domaines de développement très, très importants. Donc merci beaucoup pour votre intervention. Je pense qu'on aurait pu la multiplier par 2. On aurait tenu. Merci à vous. Donc vous avez juste le risque d'être réinvité pour parler de l'entreprise plus tard. Un point important, donc les collègues vont pouvoir passer à la phase suivante qui est plutôt celle du repas. Donc c'était l'intervention. Ah non, il y a encore une intervention, pardon. Donc on va laisser, excusez-nous. Si vous me permettez, j'en profite parce que je voudrais passer un message, je veux dire qui m'est cher et que je trouve très important. C'est que ce qui fait encore la force d'un pays comme le nôtre est reconnu par un certain nombre d'acteurs, c'est notre culture des maths, les mathématiques. C'est fondamental. Donc je m'adresse à des enseignants, c'est fondamental. Et je sais que je pique en disant ça, mais je trouve que la réforme du bac qui a été faite, qui rend les mathématiques optionnelles, c'est un drame absolu qu'on va payer très cher. Alors, la bombe est amorcée. Il se mettra un certain temps avant qu'on en voit les conséquences, mais je peux vous assurer qu'on le paiera très très cher. Et vous êtes, j'imagine, très sensible au sujet de mixité. Et là, c'est pareil, le gouvernement... il y a une loi qui a été passée, la loi Rixain sur la mixité. On est tous totalement d'accord et en phase avec ça. Et la loi Rixain, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous impose d'avoir 30% puis 40% de femmes dans nos populations de cadres dirigeants. On ne peut qu'être d'accord avec ça. Moi, j'en suis ravi. Et je ne peux qu'être d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, en tant qu'entreprise de haute technologie, il faut que vous compreniez que nous recrutons essentiellement dans les écoles d'ingénieurs. Dans les écoles d'ingénieurs. Et donc aujourd'hui, notre proportion de femmes dans notre population de cadres, elle n'est que le reflet de ce qui se passe dans les écoles d'ingénieurs. Et donc on est autour de 20 à 25%. C'est tout. C'est le reflet. Pourquoi? Parce qu'on ne recrute pas dans les écoles de commerce, prioritairement. On recrute dans les écoles d'ingénieurs. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans les écoles d'ingénieurs, c'est le reflet des choix des filières scientifiques par les jeunes filles qui sont effectués en troisième, en seconde et en première. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est que alors même qu'on nous pousse à augmenter cette proportion, encore une fois, sur le fond, on ne peut être que d'accord, on fait la réforme du bac. Et la réforme du bac, depuis qu'elle a été faite, les vocations des jeunes femmes sur les filières scientifiques a chuté de 50%. Donc c'est un drame absolu. Donc c'est un double drame. C'est un double drame, cette réforme du bac. Un, on va perdre un atout qui est fondamental, qui sont la culture des maths. Ce n'est pas les maths pour les maths. Les maths parce que ça forme l'esprit. Ça forme l'esprit à une approche rigoureuse des choses, à une compréhension, une analyse, l'analytique, etc. Mais au-delà de ça, ça aura un impact dramatique sur la mixité. Alors pour vous piquer, moi je peux vous dire que c'est pas grave, j'ai recruté dans les écoles d'ingénieurs marocaines parce que au Maroc, les écoles d'ingénieurs, il y a 50% de femmes. Voilà. Ouais.